Nous sommes ravis de vous accueillir, Madame Geste, pour une de nos interviews Fémir. Est-ce que vous pourriez vous présenter et décrire votre parcours? Oui, bien sûr. Bonjour et merci de votre accueil. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir eu un parcours assez varié, hein, et encore aujourd'hui, j'exerce des activités complémentaires. J'ai démarré, j'ai travaillé 4 ans en cabinet de conseil en communication politique. Ensuite, j'ai travaillé 18 ans dans l'édition et la presse professionnelle, hein, qui était vraiment un secteur de passion pour moi, un secteur dans lequel j'ai exercé des fonctions assez différentes. Je suis passée du marketing à la communication, du commercial à l'éditorial, jusqu'à diriger des centres de profit. Et notamment, j'ai dirigé pendant 8 ans la division communication santé du groupe Elsevier Masson, qui est le leader de l'information médicale et scientifique. En fait, c'était une agence de communication dédiée aux acteurs de la santé, notamment à l'industrie pharma. Et j'y ai travaillé sur toutes les spécialités, en assez forte proximité avec les sociétés savantes, les rédactions des revues scientifiques, mais aussi les associations de patients. Et j'y ai vécu notamment toute l'émergence du digital dans la communication santé. En 2012, je suis partie à l'aventure à Marseille, où j'ai dirigé le groupe UPE13, qui est le MEDEF, en fait, marseillais. 2 années passionnantes et épuisantes, hein, entre la dimension politique du poste, et c'est vrai que la politique à Marseille, je pourrais vous en parler très longtemps, et puis le plaisir à accompagner les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs. En 2014, je suis remontée à Paris avec ma famille et j'ai pris la direction générale d'une fédération qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est une fédération d'utilité publique présente dans 10 pays avec 125 implantations et dont la finalité est d'accompagner les entrepreneurs qui créent et qui développent des entreprises à fort potentiel de création d'emplois. Et depuis 2019, j'ai encore changé mon fusil d'épaule, si je puis dire, puisque je suis directrice générale de la Ligue nationale contre le cancer, hein, qui est une autre cause sociétale très importante. C'est, je dirais, l'ONG leader de la lutte contre le cancer. On a 103 comités départementaux, 600 salariés, 12 000 bénévoles. On agit grâce à la générosité du grand public sur tous les fronts, hein, le financement de la recherche, mais aussi l'accompagnement des personnes malades, la prévention et les dépistages, la défense des droits des usagers également auprès des pouvoirs publics. Moi, j'ai rejoint la Ligue, j'ai eu cette chance quand le professeur Axel Kahn a été élu président. Et il faut savoir qu'en parallèle à cette mission, moi, je poursuis des activités annexes qui me nourrissent beaucoup, qui sont notamment des activités d'écriture. J'ai publié en 2019 un guide pour les dirigeants d'entreprise et en ce moment, je prépare un guide pour les dirigeants d'associations. Et puis, je fais aussi de l'accompagnement de dirigeants puisque je suis coach certifié HEC et j'aime beaucoup accompagner les entrepreneurs, les managers pour partager, pour transmettre. Donc, j'ai aussi cette activité de coaching et de conseil pour faire grandir les entreprises. Voilà. Merci beaucoup pour votre parcours très riche. Est-ce que vous pouvez nous parler, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution de la place des femmes dans les différents milieux professionnels que vous avez connus? Moi, il me semble que l'évolution, elle est très importante depuis 30 ans que je suis dans ma vie professionnelle, hein. Il y a encore beaucoup à faire. Dans le passé, on a accepté des comportements qu'on ne laisserait plus passer aujourd'hui. Ça, c'est important à dire et c'est tant mieux. Moi, au début de mon parcours, hein, j'ai des souvenirs des incidents qui m'ont beaucoup marqué, hein. Un poste raté au profit d'un homme parce qu'on m'a dit qu'on préférait un homme qui ne ferait pas d'enfants. J'ai quand même eu un jour un patron qui, à l'annonce de ma grossesse, a précisé en public qu'il aurait bien fait de me faire ligaturer les trompes dans mon contrat de travail. C'était assez élégant. Des remarques déplacées de la part de clients. Enfin voilà, malheureusement, j'ai entendu ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'accepte plus ça. Je dois quand même souligner que j'ai eu la chance de ne pas souffrir quand même trop dans mon parcours du fait d'être une femme. J'ai même eu plaisir parfois à négocier des salaires plus élevés que mes prédécesseurs hommes et j'avoue que ça a été une vraie satisfaction personnelle. L'impression que j'ai quand même aujourd'hui, c'est que les femmes prennent davantage leur place que par le passé, en tout cas ce que j'appelle moi la juste place dans la sphère professionnelle. Elles commencent à utiliser les méthodes des hommes dans l'univers professionnel, par exemple le travail en réseau. Elles commencent à lutter, peut-être enfin, contre certaines perceptions, hein, de notre société, contre certaines postures, hein, qui nous enferment finalement dans des stéréotypes et des catégories qui doivent être vraiment aujourd'hui mises en question parce que les organisations se transforment. Mais il y a encore beaucoup à faire, hein. Moi, j'interviens de temps en temps régulièrement sur des sujets de leadership au féminin et je suis toujours très surprise de constater à quel point les femmes sont nombreuses à souffrir encore d'un espèce de complexe de l'imposteur, hein, de manquer de confiance en elles, d'estime d'elles et du coup de perdre de l'ambition et de l'audace. Et du coup, c'est préjudiciable à la carrière. Il y a vraiment encore, me semble-t-il, des freins psychiques
Les femmes s'autorisent moins au pouvoir, elles reculent encore face au code masculin, on le voit beaucoup dans la grande entreprise par exemple. Et en fait, moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est la manière dont se comportent les jeunes femmes qui arrivent maintenant à des positions où elles vont pouvoir agir. On a une génération qui est hyper connectée, qui ont fait leurs études généralement dans des contextes assez mixtes, même si c'est encore un enjeu majeur pour les études scientifiques. En tout cas, souvent, elles arrivent en entreprise avec pas mal d'assurance et d'ambition. Alors, est-ce qu'elles vont être capables de changer la donne? On sait qu'en matière de rémunération, il y a encore 27% d'écart en moyenne. En matière de prise de responsabilité, on n'a que 11% de femmes au poste de direction d'entreprise. Dans les instances de dirigeantes, je ne vous en parle même pas, c'est 14%. Donc, est-ce qu'elles vont être capables, effectivement, est-ce qu'elles sont mieux préparées à faire changer ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles se mettent moins de barrières personnelles. Moi, j'en ai vu beaucoup porter des projets entrepreneuriaux, par exemple, vraiment sans complexe. Et donc, je me dis qu'elles vont vraiment contribuer à construire des nouveaux codes de leadership dans l'entreprise et de réussir à concilier la recherche de performance, de résultats et les valeurs humaines qui sont quand même souvent encore très orientées sur le féminin. Je peux vous poser une question qui n'était pas prévue. Oui, bien sûr. Vous dites que vous êtes diplômé pour coacher les entrepreneurs. Est-ce que vous coachez les hommes et les femmes différemment? Alors, je ne dirais pas que je les coach différemment parce que quand on accompagne un ou une entrepreneur, un ou une dirigeante, on va les accompagner sur des problématiques, des enjeux qui leur sont propres. Donc, effectivement, moi, je vais me mettre en position d'écoute et puis essayer de les aider à prendre les bonnes décisions pour leurs entreprises et pour leurs organisations. En revanche, il est certain que l'approche de la personne coachée est très différente. Et c'est très amusant d'ailleurs parce que là où la femme, effectivement, va davantage être naturellement, spontanément en recherche de soutien et d'accompagnement humain et justement d'aller chercher ce soutien qui va lui permettre de faire preuve peut-être de davantage d'assurance, d'estime de soi, etc. L'homme va très vite arriver sur des sujets de retour d'expérience très concrets. Moi, je veux vous m'aider à construire ma stratégie. Voilà, les hommes vont être davantage dans le rationnel et donc c'est un petit peu plus difficile de les amener à lâcher prise et à se laisser aussi accompagner sur des aspects plus personnels. Voilà, la femme va davantage, je pense, avoir cette capacité à s'ouvrir sur l'émotionnel, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, qui sont très importantes dans la vie professionnelle, notamment dans les organisations, que les hommes. Voilà. Mais par contre, en termes de coaching, effectivement, moi, je vais avoir une approche qui va être de s'adapter, bien sûr, à la personne et à ses besoins, à ses attentes. Merci beaucoup. On va faire appel à vous dans nos services. Avec Euh, plaisir. Est-ce que vous pensez que développer des réseaux, c'est important dans nos milieux professionnels? Est-ce que vous avez des expériences à ce sujet? Moi, je pense que les hommes maîtrisent le fonctionnement des réseaux depuis toujours. Depuis des dizaines, peut-être des centaines d'années, les négociations, les décisions importantes, elles ont toujours été prises autour d'un bon cigare, sur un terrain de golf, etc. Et on l'entend encore aujourd'hui dans des clubs, etc., qui sont plutôt réservés aux hommes. Donc, dans leur parcours professionnel, pour un homme qui fait carrière, j'entends, exploiter son réseau, son carnet d'adresses, c'est quelque chose d'assez spontané et normal. Ce n'était pas du tout pareil pour les femmes. Les femmes, elles ont tendance à compter d'abord sur leurs compétences, sur leur travail, sur leur engagement, plutôt que sur leurs relations pour avancer. D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote qui est très parlante, c'est celle des mandats patronaux. Quand je dirigeais le MEDEF à Marseille, j'avais près de 2000 mandats patronaux à pourvoir. Mais je peux vous dire, quand je proposais un mandat, quel qu'il soit, à un homme, sa réaction, c'était de vérifier si ça allait lui être utile d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue professionnel, statut, social, etc. Quand je le proposais à une femme, elle me demandait systématiquement si je pensais qu'elle serait compétente pour le job. Et ça, c'était vraiment, c'était systématique. On voit bien la différence de réaction. Donc, heureusement, je pense que les choses changent. Les femmes aujourd'hui dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la grande entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans le médical, dans la santé, elles apprennent à se rassembler, elles apprennent à participer au réseau professionnel. Il y a beaucoup de réseaux féminins qui se sont constitués, structurés. Il y a des réseaux de mixité qui sont intéressants aussi. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la mixité dans les réseaux aussi. Je crois beaucoup au réseau parce que ça fait grandir de réfléchir ensemble, ça rassure de savoir qu'on peut compter sur d'autres, ça ouvre encore une fois à l'ambition, à l'audace de faire partie d'un collectif. Et à mon sens, pour les femmes, c'est assez vital aujourd'hui parce que la sororité, c'est une vraie force aussi qu'on n'a jamais, pensé à utiliser dans le passé, surtout dans des secteurs qui sont encore très masculins.
se soutenir, s'entraider, se challenger, porter ensemble des idées, comme vous le faites, me semble-t-il, très bien à la SRLF avec le groupe FEMIR, hein, que j'ai découvert récemment et voilà, qui me semble être justement une manière à la fois de vous entraider, de vous soutenir, de porter votre voix et puis effectivement de porter la voix de votre spécialité au sein enfin, chez les jeunes et notamment les jeunes femmes dans les études de médecine, etc. Et du coup, peut-être de promouvoir aussi votre spécialité médicale auprès de jeunes femmes qui, voilà, par histoire, par culture, n'auraient peut-être pas pensé initialement à s'orienter de la même manière que vous. Merci beaucoup, Madame Jess, pour tous ces éléments de réflexion qui nous sont très utiles. Je retiendrai une phrase dans tous les éléments importants que vous avez dit, hein, réfléchir ensemble, c'est grandir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot pour la fin. En tout cas, je voulais vous remercier, puis remercier le groupe FEMIR et dire que j'étais très heureuse voilà, d'avoir fait votre connaissance. Et puis de savoir effectivement que dans ce secteur de la santé, qui encore une fois a été quand même très longtemps très masculin, eh bien les femmes aussi, voilà, comme dans l'entreprise, travaillent à prendre leur juste place. J'aime bien parler de juste place, hein, voilà, qui est la place des femmes dans la population française, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de la population française. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne constitue pas la moitié des décideurs, la moitié des personnes qui font avancer les choses, quel que soit le secteur d'activité.